Bonsoir. Vous connaissez sans doute déjà ces 3 numéros, le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers ou encore le 112 pour toute urgence en Europe. Ce sont ceux à composer en cas d'urgence ou d'accident grave. Mais de l'appel à un centre de secours jusqu'à l'hôpital, comment la chaîne de soins se met-elle en place et en combien de temps? Que se passe-t-il pendant ces minutes cruciales qui peuvent nous sauver la vie? C'est ce que vous allez découvrir ce soir. Nos équipes ont passé 2 mois au plus près des sapeurs-pompiers et médecins urgentistes du Pas-de-Calais dans le nord de la France. Si ces hommes et ces femmes sont capables de faire face à toutes les situations, même les plus dramatiques, ils n'ont que peu de temps pour prendre les bonnes décisions. Voici Pompiers et SAMU du Nord, course contre la montre pour sauver des vies, un document Patrick Spica Productions pour C8. Accident de la route, arrêt cardiaque, incendie, détresse respiratoire et accident domestique. Pendant 2 mois, nous avons suivi le quotidien mouvementé des sapeurs-pompiers et des équipes du SAMU dans le Pas-de-Calais, au nord de la France. Monsieur Avec un dispositif exceptionnel. Des caméras en simultané dans tous les services d'urgence. Ceux du 15 et du 18. Les permanences téléphoniques du SAMU et des pompiers qui reçoivent tous les jours des milliers d'appels de détresse. Oui, les pompiers, j'écoute. Mais aussi sur le terrain, avec les sapeurs-pompiers qui interviennent généralement les premiers et les médecins du SAMU qui prennent le relais quand le pronostic vital est engagé. La jambe, il la sent plus. Il sent plus la jambe. Complémentaires, les 2 services d'urgence, sapeurs-pompiers et SAMU, travaillent main dans la main. En alerte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ils n'ont bien souvent qu'une poignée de secondes pour prendre une décision et sauver une vie qui ne tient qu'à un fil. La personne est retrouvée avec une plaie au visage, ensanglantée au sol. Et dans le nord de la France, leurs interventions ne manquent pas. Vous allez découvrir leur travail à Arras, le chef-lieu du Pas-de-Calais, une agglomération de plus de 100 000 habitants. Et aussi à Saint-Omer, au nord-ouest, une zone plus rurale. Ici, les urgentistes ont souvent face à eux des victimes en très grande détresse, car le département est classé parmi les plus pauvres de France. Avec 15 000 km de routes, dont 300 d'autoroutes et 100 de nationales, ils doivent aussi faire face à de nombreux accidents, souvent violents. Vous savez pas sur quoi vous êtes appuyé? Ça doit être sur le poids, mais vous bougez pas, d'accord? Exceptionnellement, nous avons pu filmer la chaîne des secours de A à Z, un maillage ultra efficace qui permet à ces soldats de l'urgence de se rendre sur les lieux d'un drame en quelques minutes seulement. De l'alerte au centre de régulation jusqu'à la prise en charge à l'hôpital, en passant par des interventions souvent périlleuses, vous allez découvrir le quotidien de ces héros passionnés, courageux, à la vocation toujours intacte. Attention pour lever, lever. Côté campagne à Saint-Omer, Antoine, 28 ans, est la dernière recrue des médecins. Pour ses premiers jours au SAMU, de nombreux challenges l'attendent et il va devoir faire ses preuves. Ça peut mal se passer et être assez dur à vivre. Son collègue Romuald a choisi cette voie presque par hasard. Le médecin urgentiste rêvait d'être vétérinaire, mais aujourd'hui, il ne changerait de métier pour rien au monde. Et vous allez voir qu'à Saint-Omer, ses journées ne sont pas monotones. Christian, ouvrez les yeux. Christian. Côté ville, à Arras, Yannick Bouvel, 24 ans, est caporal chez les sapeurs-pompiers. Il s'est engagé alors qu'il n'était qu'adolescent, mais ce métier qu'il vit avec passion met souvent ses nerfs à rude épreuve. Ouais, faut vite se changer. Avec sa bonhomie et son entrain, il est rapidement devenu la mascotte de la caserne. Au SAMU d'Arras, nous suivrons aussi Rafik. À 57 ans, ce médecin fait ses gardes aux urgences pour l'adrénaline. Mais malgré son expérience, difficile d'être insensible à ces drames du quotidien. Aurait-il fait un malaise et ensuite tombé directement sur sa face? Y a-t-il eu une agression pour que ce monsieur se retrouve comme ça au sol? Centre d'appel, sapeurs-pompiers, SAMU, embarqués avec ces soldats de l'urgence en immersion sur les routes du Pas-de-Calais. À Arras, la soirée s'annonce agitée pour les sapeurs-pompiers. Il est un peu plus de 23 heures. Plusieurs ambulances foncent sirènes hurlantes en direction de la départementale 950, l'un des gros axes routiers de la banlieue. Un nouvel accident vient d'avoir lieu.
sur la route. Le sergent Grégory Lebrun, 35 ans, et son équipe sont en chemin. On passe sur un AVP, un accident de la voie publique. Une VL en cause, donc une voiture légère, qui a fait des tonneaux et qui serait sur le toit. Donc il y aurait 2 impliqués dont un blessé. Donc là les conditions, ça va être difficile, hein. Il fait noir, en plus il pleut. Donc on va voir ce qui se passe sur place. 2 jeunes de 22 ans qui rentraient d'une soirée ont perdu le contrôle de leur véhicule. Ils ont effectué plusieurs tonneaux à plus de 80 km/h. Grégory est inquiet. Pompier depuis 10 ans, il sait qu'une sortie de route à cette vitesse ne pardonne pas. Ils peuvent avoir des lésions assez graves, hein. Que ce soit des plaies, des fractures qui peuvent être même ouvertes, surtout si le véhicule a vraiment fait des tonneaux, comme c'est indiqué à l'appel. Et aussi, au pire, c'est la perte de connaissance, voire l'arrêt cardiaque. Les accidents de la route sont la première cause de décès chez les jeunes. Ils sont plus de 500 à mourir chaque année en France. Alors Grégory ne perd pas de temps. Allez, dégage. C'est bon là? Il avance un peu. Sur place, les pompiers ont déjà secouru le passager de la voiture. Il n'a été que légèrement blessé et conduit à l'hôpital. Mais Grégory doit aider ses collègues pour désincarcérer le conducteur, toujours prisonnier de son véhicule. Des abrasions au niveau des mains. Vous savez pas sur quoi vous êtes appuyé? Attends, il va voir. Ah, ça doit être sur le toit, mais vous bougez pas, d'accord? Le conducteur est conscient, mais les pompiers ne savent pas s'il est grièvement blessé. L'urgence pour eux, c'est de l'extraire de son véhicule. Mettez bien votre bras, monsieur, en dessous. Mettez bien votre bras, en dessous. Ici, d'accord? Vous ne bougez pas votre bras. Ici, celui-ci, d'accord? C'est compliqué par rapport à l'accès du véhicule, où on ne peut pas accéder comme on le souhaite. Grégory va coordonner l'opération. Allez, on y va tout doucement, attention à toi, dedans. Hein. Les pompiers doivent à tout prix accéder au blessé pour pouvoir le dégager. Et pour ça, il faut créer une ouverture au niveau du toit. 3 soldats du feu y mettent toutes leurs forces, mais la carrosserie ne cède pas. Il faut essayer de repasser là, Greg. Là, ici, Gabi. Viens remettre un coup là, Gabi. Ouais, pousse là, ouais. On va l'avoir. Ça va aller là-bas, Julien. Seule solution, utiliser la pince hydraulique pour découper l'armature de la voiture. Ouais, c'est bon, stop. C'est gagné. Après plusieurs minutes d'intervention sous la pluie battante, le jeune homme va enfin pouvoir être libéré. Donc, Laurent, tu restes bien la tête. Adam, tu te mets bien au niveau des épaules pour dire de le maintenir, de le soulever, tout simplement. Et Cyril, je vais mettre au bassin. La manœuvre est compliquée, car un faux mouvement pourrait aggraver ses blessures. La crainte des pompiers, c'est que ses jambes soient coincées et qu'il reste paralysé. Alors Grégory dirige ses hommes au millimètre près. Julien, tu vas essayer, si c'est possible, de baisser le siège, tu sais, pour le décaler, au moins qu'on ait de la place, tout simplement. Et après, on essaiera de le lever. Les pompiers vont devoir hisser la victime sur cette planche jaune qu'on appelle un plan dur, le plus délicatement possible. Chaque geste est calculé. Voilà, dans un premier temps, c'est pour le lever, on passe au plan dur, et une fois qu'il est passé, on repose, et après on se repositionnera. Ça marche? On y va. Alors, équipier des pieds à la tête, êtes-vous prêts? Prêt. Plan dur, c'est bon. Attention pour lever, envoyez plan dur. Posez. Voilà. Ça va, monsieur? Il y a des douleurs qui sont apparues? Là, c'est la main, en fait. C'est la main? Un peu le dos aussi, ouais. D'accord. Allez, équipier, êtes-vous prêts? Peut-être prêt. Ouais. Attention pour pivoter. Pivotez. On sort par les pieds. Le plus dur est fait, mais le jeune conducteur souffre énormément. Alors Grégory tente de trouver les mots pour le rassurer. Allez, doucement. Allez, t'inquiète pas, c'est pas grave, hein, d'accord? Allez, calme-toi, c'est pas grave. Allez, d'accord?
Ouais. Alors on te le met comme ça, mais après, le docteur il est là du SAMU, d'accord? Il va regarder ce que t'as exactement. T'inquiète pas, d'accord? C'est maintenant au médecin du SAMU d'entrer en scène. Même si le jeune homme n'a pas de plaie apparente, après un choc d'une telle ampleur, des lésions internes sont possibles. Alors l'urgentiste examine avec minutie l'abdomen de son patient. Est-ce que je déclenche des douleurs quelque part? Non, en fait c'est vraiment au milieu, enfin au niveau de la colonne en fait. Là, bouge pas trop. Ouais, D'accord, voilà. tu bouges pas. Bouge pas. Bon, au niveau de mon cou, en fait, j'ai mal au niveau... Ouais, Pas de douleurs abdominales et le jeune homme bouge ses 4 membres. C'est rassurant, mais sans examen complémentaire à l'hôpital, impossible d'écarter le risque vital. Grégory, le sapeur-pompier, pose un collier cervical pour maintenir son cou immobile. Ça fait pas mal, simplement que c'est gênant. Une perfusion et un puissant calmant devraient apaiser ses douleurs. Petit à petit, le jeune homme reprend du poil de la bête et il se permet même de plaisanter avec les secouristes. Là, la voiture, elle est pas là. On a fait un cabriolet avec en fait. Putain, j'ai même pas fini de la payer. Et là, simplement pour ça. Par contre, mec, les voitures, elles sont encore dedans. Enfin, on va pas me la voler, mais... Ah non, mais là, ouais, t'inquiète pas. La police, ils vont emmener ta voiture et ils vont récupérer les papiers. Tu les récupères au commissariat. Je vais me prendre une amende. Non, je pense pas. Non, c'est juste tu iras chercher tes papiers. Ouais. D'accord. Parce que j'ai la bourrèche encore même. Ça pour l'instant. Le jeune homme le confesse, il n'était pas sobre au moment de l'accident. Les gendarmes viennent d'arriver. Ils vont devoir déterminer le déroulé des faits et sa responsabilité dans cette affaire. Bonjour monsieur. La gendarmerie. C'est vous qui conduisez, monsieur? Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans le virage là, j'ai glissé et une fois que je me suis retrouvé dans l'herbe, en fait, j'ai baissé la tête et j'ai protégé ma tête et la voiture a fait des tonneaux. D'accord, pourquoi vous avez glissé? Vous étiez à quelle vitesse? Entre 70 et 90 exactement, je peux vous dire. Vous avez effectué un dépassement un peu avant ou pas? Non. Non, du tout? Là, il n'y avait personne. J'étais sur la voie de droite. D'accord. On va vous soumettre au dépistage de l'alcoolémie. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool, monsieur? J'ai pris un apéro et 2 verres de vin. D'accord. Allez, je vous demande de souffler, un souffle long. C'est bon. Vous êtes positif au dépistage alcoolémie, monsieur. D'accord. Le conducteur est au-dessus de la limite autorisée. Il risque au minimum une suspension de permis et une forte amende. Mais ça te fera pas de mal, d'accord? C'est juste pour éviter que tu bouges. C'est bon, on peut y aller? Faut plus vite. Ouais, merci. Une attitude inconsciente, difficilement pardonnable, qui aurait pu lui coûter la vie. Mais les urgentistes et les sapeurs-pompiers continuent leur travail, comme si de rien n'était. Quel que soit le profil de leurs patients, ils se battent pour sauver des vies, avec toujours la même ferveur. Et exercice. T'inquiète. Par rapport à l'alcool? Non. Non. Par rapport à tes parents? Ouais. Le principal, c'est que tu n'es rien, d'accord? C'est bon pour vous? Allez, 1, 2, 3. Hop là. Bon rétablissement. Merci. Bon courage, merci. Au revoir. Tout seul au service des urgences, le jeune homme commence à réaliser la gravité de ses actes et il peine à contenir son émotion. Le médecin qui l'a prise en charge est en ligne avec sa mère. Elle est en panique. Pour le jeune conducteur, c'est le coup de grâce. Allô, maman? Je suis choqué. Et puis une voiture. Je suis désolé. Le jeune homme doit maintenant passer un scanner pour vérifier s'il n'a pas de lésions internes. Quelques minutes d'angoisse supplémentaire. Mais heureusement, l'examen ne va rien révéler de grave. Il est presque indemne. Ses douleurs au dos et au cou ne sont dues qu'à de fortes contusions.
même si t'as rien, demain tu vas avoir mal partout. Demain, c'est comme si t'es passé dans une machine à laver, quoi. D'accord? Merci. Ouais. C'est un ouf de soulagement. Sa mère est à ses côtés. Quand elle a appris la nouvelle, elle a sauté dans sa voiture pour le rejoindre. Pour elle aussi, c'est une épreuve. Elle se sent totalement dépassée par le comportement de son fils unique. Il a déjà eu 3 accidents. Donc, bon, celui-là, c'est le plus grave, je dirais. C'est la première fois que je suis aux urgences. Et à chaque fois, ça lui a pas servi de leçon, quoi, malheureusement. Ça l'a pas... Il pense toujours que bon, ça va aller, que ça n'arrive qu'aux autres, quoi, mais bon... Donc, je pense que ma crainte sera toujours là, tous les soirs, tant qu'il ne sera pas rentré. Et puis, bon, la crainte que ça soit plus grave, quoi. Ce soir, le jeune conducteur de 23 ans va passer le reste de la nuit à l'hôpital en observation. Il ne devrait garder aucune séquelle, mais va tout de même devoir faire face à la justice pour conduite en état d'ébriété. Le seul espoir de sa mère, que cette épreuve lui serve de leçon une bonne fois pour toutes. À Arras, après cette intervention mouvementée, le calme semble être revenu. Mais au centre de régulation du 15, situé au premier étage de l'hôpital, un murmure constant anime toujours la salle. Oui, bonjour, c'est le SAMU. Oui. Vous êtes dans quelle commune, madame? Les 7 assistants régulateurs ont le nez plongé sur leurs 3 écrans d'ordinateur, un casque vissé sur la tête. Il a comment antécédent, monsieur? Dans cet open space, le personnel répond aux appels de détresse du numéro 15 qui proviennent du Pas-de-Calais. Oui, bonjour, le SAMU 62. Donc votre enfant a 18 mois, c'est ça? En moyenne, 2000 appels par jour. En quelques minutes, les assistants régulateurs doivent faire le tri entre les affaires importantes et les petits problèmes de santé qui ne nécessitent pas l'envoi d'une ambulance. Et justement, il est un peu plus de 7 heures quand Florian reçoit une nouvelle alerte. Au téléphone, c'est une infirmière libérale qui démarrait sa tournée chez l'un de ses patients. Elle l'a découvert chez lui, à moitié évanoui. J'ai retrouvé par terre. Alors bon, j'avoue que c'est un patient que je connais que depuis 3-4 jours. D'accord. C'est un patient en surpoids. Madame, là actuellement il est comment? Il est gêné pour respirer, c'est ça? Oui. Ah oui, il est très gêné. Voilà, il a pas... Passez-moi un peu au téléphone pour que je puisse évaluer sa respiration. Ok. Oui, j'arrive. Ouais, non, c'est pour... En fait, ils veulent nous entendre respirer. Ah ouais, j'ai plus d'air, madame. Allô, monsieur? Oui. Allô? Oui, ce monsieur n'arrive pas du tout à finir sa phrase, hein. Oui, c'est ça, ouais. Il est, non, il est vraiment très essoufflé, oui, ouais. Il est bleu au niveau des lèvres? Oui. D'accord, une cyanose au niveau des lèvres, d'accord. Oui, voilà, ouais, il a le teint, même au niveau du visage. Il est en sueur, il est pâle? Il est un peu moite, oui. D'accord. L'homme est toujours conscient, mais son état de santé semble préoccupant. L'assistant régulateur transmet immédiatement l'appel au médecin de garde. Allô? Oui, bonjour, docteur. Zounia va avoir la lourde tâche de mesurer l'urgence du problème et en fonction de la gravité, envoyer les secours. Il vous inquiète? C'est quoi votre... En fait, je suis arrivée, il est par terre, donc il est tombé suite à un malaise et il est très essoufflé, cyanosé. Voilà, il se sent vraiment pas bien du tout. Il a dit quoi, monsieur? En fait, voilà, il s'étouffe, quoi. Il s'étouffe. De toute façon, voilà, il est cyano, il a les lèvres bleues. D'accord, ok, on va pas perdre du temps. On va vous envoyer le nécessaire, hein, SMUR, hein. D'accord? Okay. Merci, au revoir. Les symptômes décrits par l'infirmière sont alarmants. Pour le médecin, aucun doute possible, la vie de l'individu est en jeu. Une ambulance et un véhicule de pompiers sont immédiatement envoyés sur place. L'alerte est tout d'abord envoyée à la caserne de Saint-Omer. C'est la plus proche du domicile de l'individu. Ouais, c'est quoi? Du Frespi? Ouais, Georges Sand avant avec. Ok, ça marche, c'est parti. Du Frespi à Blandec. À la différence de ses collègues, Frédéric est pompier volontaire. Toute l'année, il travaille comme aide-soignant à l'hôpital et ce n'est qu'une fois par semaine que ce passionné enfile le costume de pompier. Un engagement qui n'est pas de tout repos.
Cette fois, l'homme qu'il doit secourir a des difficultés respiratoires et des malaises. Frédéric n'a pas plus d'informations, mais l'aide-soignant sait que ces symptômes peuvent cacher un problème très grave, comme une insuffisance cardiaque. Ça peut être tout et rien, quoi. Ça peut être un œdème, comme une crise d'asthme, surtout à cet âge-là. L'homme habite à 10 minutes de route de la caserne. Frédéric et son équipe doivent faire vite. À l'hôpital de Saint-Omer, le médecin de permanence, Romuald, vient lui aussi d'être réveillé en sursaut pour se rendre sur place. Il faut vite se remettre les idées en place pour être le temps de la route. En général, ça te permet d'être efficace une fois sur place. Alors j'ai pu dormir un petit peu puisqu'il est 7h30 et qu'on s'est couché vers 4h, donc on a pu dormir 3h30. Romuald reste concentré, car les dernières informations en sa possession ne sont pas bonnes. Le médecin du centre de régulation du 15 suspecte un œdème pulmonaire, une accumulation de liquide dans les poumons. C'est le pire scénario possible. L'œdème pulmonaire, c'est vraiment une urgence vitale, hein, c'est-à-dire qu'il faut rapidement les oxygéner, il ne faut surtout pas essayer de les allonger. L'évolution ultime de l'œdème pulmonaire, c'est l'asphyxie et la mort. La mort par manque d'oxygène. Le temps presse. 6 minutes se sont déjà écoulées depuis l'appel de détresse. Mais heureusement, Frédéric et ses collègues sapeurs-pompiers arrivent enfin sur place. Et surprise, l'adresse donnée indique un camping. Père de famille en plein divorce, l'homme qui a fait un malaise loue en fait un mobil-home en attendant de trouver mieux. On va voir. À l'intérieur, l'infirmière attend les secouristes. Bonjour. Ah. Oui. Monsieur est tombé, il fait une chute. Vous avez perdu connaissance? Pas longtemps. Pas longtemps? Allongé sur le sol, l'homme semble mal en point, mais il est toujours conscient. Il a 67 ans et s'appelle Christian. Comment vous vous sentez là? Monsieur. Ouais, mais je pense que c'est parce que vous êtes par terre, allongé. Et depuis quelle heure vous êtes là comme ça? 2 heures, je pense. Vous avez passé la nuit là, monsieur? J'ai pas dormi la nuit. Vous êtes levé à 5 heures et depuis 5 heures vous êtes à terre. Levez la tête. Frédéric engage la conversation pour garder Christian éveillé. Sa crainte, c'est l'étouffement. Il faut améliorer sa respiration, alors le sapeur-pompier doit le redresser. Mais problème, Christian a une forte corpulence, plus de 150 kilos, et il est incapable de se maintenir assis. Monsieur, prenez appui sur moi, d'accord? Ok, il faut m'aider, hein. Allez, on y va. Ok. Votre jambe, elle est où l'autre? Sa jambe? Bah ouais. Non, monsieur. Eh, monsieur. Faut se mettre en demi-assis. Monsieur. Allez, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez pas bien? La situation devient critique. On va mettre de l'oxygène, on va préparer l'oxygène. Ouais. Pour aider son patient à respirer, Frédéric va lui administrer de l'oxygène grâce à cette bouteille et ce masque. Vous êtes là? Vous m'entendez? Monsieur! Allez. On ouvre les yeux, hein. Non, mais attends. Attends. À l'extérieur, l'équipe du SAMU vient d'arriver. Romuald va prendre le relais. Bonjour, monsieur. Vous avez mal quelque part? Non. Vous avez pas mal dans la poitrine? Hein? Vous vous étouffez. La priorité du médecin, comprendre d'où viennent ces problèmes de respiration. Après une rapide auscultation, Romuald décide d'interroger l'infirmière et il va avoir une mauvaise surprise. Là. En fait, entre autres, il a ça comme traitement qui ne prend Hypertension. plus. Ouais, qui ne prend plus depuis 3 jours parce qu'il y en a plus. Voilà. Entre autres. Voilà. Ok. Christian est en fait traité pour de l'hypertension artérielle. Non soignée, cette maladie peut mener à une crise cardiaque. Romuald doit l'emmener de toute urgence à l'hôpital. Mais le médecin est inquiet car son patient enchaîne les malaises. Christian, ouvrez les yeux. Christian, ouvrez les yeux.
Le risque, c'est que Christian s'évanouisse et qu'il s'étouffe pendant le transport. Alors pour qu'il n'y ait pas de complications, Romuald va devoir l'intuber, c'est-à-dire introduire un tuyau dans sa gorge jusqu'à ses poumons pour continuer à les alimenter en oxygène. Il sera plus sécurisé et nous on sera aussi plus en sécurité pour travailler. Ouais, on le ramène vers ma droite là. Hop, voilà. Encore un peu pour qu'il fasse. Pour l'opération, Christian est endormi. En quelques minutes, c'est un véritable bloc opératoire de fortune qui s'improvise dans le bungalow. Tout le monde retient son souffle. Romuald a déjà fait ces gestes des centaines de fois, mais jamais allongé sur le sol dans un espace aussi réduit, alors il reste concentré. C'est gagné, Christian est endormi, il respire maintenant grâce à un ballon. Romuald est soulagé. La machine essaie de lui rentrer de l'air dans les poumons, sauf qu'il a un abdomen qui écrase ses poumons. Donc c'est vraiment difficile de pouvoir le ventiler correctement. C'est beaucoup plus difficile de ventiler un patient obèse qu'un patient X. Quoi. Sophie, l'infirmière libérale, a assisté à toute l'opération et elle n'en revient pas. Elle réalise que sa visite a certainement sauvé la vie de Christian. Je suis arrivée plus tôt que d'habitude, et tant mieux quelque part, parce que je pense qu'une heure après, on aurait eu beaucoup de faits, vu l'évolution là. Ben oui, c'est à croire qu'il y a quelque chose qui m'a fait dire qu'il faut y aller de bonne heure. Les urgentistes et les pompiers vont maintenant pouvoir évacuer Christian vers l'hôpital en toute sécurité. Ça va être chaud, je sais pas combien il peut peser. Tu vas pouvoir tenir la tête avec le tube, on va le balayer à droite et gauche. Allez, 1, 2, 3. Pour soulever leurs patients et passer la porte, les secouristes vont être obligés de se relayer. On va se mettre là avec Nico, d'accord? Audrey va être au pied. Nous, on va le soulever, on va être à 4. Il y en a 2 qui vont passer, donc on se fait un relais. Et les 2 autres, le temps qu'ils sont dégagés, ils font le tour et on refait un autre relais. Ça marche? Ça roule là. 5 pompiers, dont un infirmier, sont arrivés en renfort. Au total, pas moins de 9 personnes pour effectuer la manœuvre. Frédéric dirige les opérations. C'est bon, je tiens. Attends, allez, on continue si on peut, on s'arrête pas. On passe une épaule. Voilà, Nico, tu as. On va doucement les gars, on va doucement, c'est rien qui suit. Voilà, allez. Christian est toujours endormi, il ne se rend compte de rien. Allez les gars, encore. Vas-y, c'est bon. Allez, on continue. Sur la rouge, vas-y. Allez, c'est bon. Le véhicule des pompiers peut enfin prendre la route. Je prends le respi, Nicolas. Il aura fallu plus d'1 heure et demie aux urgentistes pour porter secours à Christian. Le débit, l'idéal c'est d'avoir 60, mais alors 41. Je sais pas ce que je peux faire de plus simple. À l'arrière du véhicule, Romuald ne le quitte pas des yeux. L'état de son patient est stable, mais sa tension reste élevée et à tout moment, une rechute est possible. Christian va immédiatement être pris en charge au service de réanimation. Pour Romuald, l'intervention s'arrête là. Quand on veut. Le but, c'est vraiment de le ramener à l'endroit le plus approprié à sa prise en charge, dans des conditions de sécurité optimales. Et après, une fois qu'il est arrivé ici, voilà, c'est le réanimateur qui prend le relais, qui va poursuivre la prise en charge. Grâce aux réflexes des pompiers et au sang-froid de Romuald, Christian a pu être sauvé in extremis. Les résultats des examens vont finalement montrer que son œdème pulmonaire était dû à l'arrêt de son traitement pour l'hypertension. Quelques jours plus tard, en pleine convalescence, il peine à se remémorer les faits. J'ai eu un malaise, je me rappelle plus de rien. Plus de rien? Non, plus du tout. Je ne sais même plus exactement comment j'étais, quelle position j'étais.
Même où j'étais, c'est l'infirmière qui m'a trouvé, et voilà quoi. Moi, j'ai dû à la vie. Voilà. J'oublierai pas. Christian a eu de la chance et il peut être reconnaissant. Tout a été mis en œuvre pour lui sauver la vie et la chaîne des secours a une fois de plus bien fonctionné. Ce matin, Antoine lui aussi croise les doigts pour que ses interventions connaissent la même issue, car c'est une journée particulière. À 28 ans, le jeune urgentiste a déjà travaillé à Saint-Omer en tant qu'interne pendant 2 ans et il vient tout juste d'être titularisé. Pour la première fois, il franchit les portes de l'établissement en tant que médecin. Son rêve d'enfance, ce pourquoi il a travaillé d'arrache-pied pendant des années, se réalise enfin. Maintenant, c'est moi qui vais devoir prendre les décisions, sans personne derrière pour contrôler, évidemment. Donc ça implique forcément des responsabilités importantes. Donc forcément, oui, c'est un peu particulier. Un peu stressant aussi. Désormais, sur le terrain, la dernière recrue sera seule aux commandes. Un énorme challenge. Et lors de cette première journée, tous les regards seront tournés vers lui. Heureusement, Antoine peut compter sur une équipe très soudée. Le rapport de confiance avec l'équipe, c'est quelque chose pour moi de primordial. Parce que justement, un SMUR, pour moi, c'est pas juste un médecin qu'on amène sur une situation médicale qui est complexe. Et je sais très bien qu'on va pouvoir communiquer et travailler ensemble dans de bonnes conditions. Salut, ça va? T'as filmé de bon matin. Ouais. Bien. Ça va toi? Bah bien, alors? Quelques minutes pour saluer ses collègues, avant de retrouver celle qui va l'accompagner sur toutes ses interventions, sa future assistante, Sabine, qui exerce depuis 20 ans. Ah! Ça va? Et tout beau, tout neuf, hein? Bah oui, tout blanc, t'as vu, pour l'instant. Dernière étape avant de partir en intervention, Antoine doit prendre possession du matériel dû à sa nouvelle fonction. En tant qu'interne, il a déjà pratiqué dans plusieurs établissements. Mais chaque service a ses petites habitudes, alors il doit réviser. Ici, il y a des codes couleurs. Alors, ça je vais juste revoir ce qu'il y a dans les sacs. Bleu, ouais. Médecin. Ça ne peut pas changer. Vert, accouchement PED. D'accord. Et un poulier. Médicaments. HémoQ, CPAP, réserve de médicaments, intra-osseux, le respi, les 4 sacs. Antoine reprend peu à peu ses marques. Le Benjamin des médecins est loin d'imaginer ce qu'il attend pour sa première journée. La grosse réserve. Cette fois, c'est au centre d'appel des pompiers à Arras, le fameux numéro 18, que l'alerte va être déclenchée. 18, les pompiers, je vous écoute. Dans ces bureaux, les opérateurs reçoivent environ 900 appels par jour. Sur le même principe que le 15, avec qui ils travaillent en étroite collaboration. Oh putain. Vite, vite. Il est 15 h. José, le caporal de garde, prend un appel. L'inquiétude sur son visage traduit d'emblée une situation extrême. Au bout du fil, un homme, la voix tremblante, contacte les pompiers à la demande de ses voisins. Leur bébé de 3 mois semble au bord du coma. En urgence, monsieur, il y a ma voisine qui vient tout de suite en larmes, là, qui a son bébé qui respire plus. Il a quel âge exactement? À peine 3 mois. Et là, il est venu en panique, comme quoi il respirait plus tout ça. Ma femme a dit d'aller là-bas pour boire. Donc il réagit pas du tout, hein? Ah non, il a dit qu'il respire plus du tout. D'accord. Il n'y a pas de massage cardiaque en cours ou quoi que ce soit? Je ne sais pas du tout, ma femme elle est là-bas, je ne sais pas du tout. Bon, les pompiers sont en route, monsieur. D'accord, merci, à tout de suite. La crainte du pompier, c'est l'arrêt cardio-respiratoire ou mort subite du nourrisson. Le cauchemar de tous les parents. José réclame immédiatement l'envoi d'un véhicule de pompiers et prévient ses collègues du SAMU. Une ambulance part dans la foulée. C'est Antoine qui est envoyé sur place. Pour ses débuts en tant que titulaire, la jeune recrue pouvait difficilement imaginer pire scénario. L'équipe médicale retient son souffle.
on a un peu de pression parce que c'est un enfant, c'est toujours un peu plus impressionnant. Et ça n'a rien à voir avec l'adulte, les enfants. Les posologies sont différentes, l'examen est différent. Les parents sont souvent très inquiets. Donc il faut aussi s'occuper de l'enfant et aussi des parents qui sont juste à côté. La famille habite un petit village au sud de Saint-Omer. Samu 102, sur Saint-Omer sur les lieux. C'est dans cette maison que le cadet de 3 enfants vient de convulser. Antoine s'attend à intervenir en situation de crise. Bonjour. C'est pour le petit, c'est ça? Première bonne nouvelle. Contre toute attente, le petit Valentin est conscient. Mais il n'est pas tiré d'affaire pour autant. Une rechute est possible, alors le médecin tente d'en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il s'est radis, ses yeux se sont retournés. Donc j'ai palpé un petit peu au niveau du cœur, il est revenu. Mais... D'accord. Et il tremblait aussi? Ouais, tout s'est radis, ses yeux se sont retournés. D'accord. C'est la première fois que ça arrive, ça? Qui fait ça, oui, mais sinon il spam, mais pas à ce point-là. D'accord. Et spam, ça veut dire? Il a du mal à reprendre sa respiration, mais on souffle sur le visage et ça revient. Mais là, il revenait pas en fait. Ok. Ça a duré combien de temps à peu près le malaise? 2 minutes. Pendant 2 minutes à peu près, il respirait. Le père de famille est dévasté. Pendant 2 minutes, il a cru perdre son bébé. Un moment de détresse inimaginable. La pire épreuve qu'un parent puisse connaître. Antoine doit au plus vite déterminer l'origine de cette crise. Il n'a pas dû être hospitalisé depuis sa naissance. Il pèse combien là? 5,9 kg ça. Eh ben. Mais difficile pour autant d'examiner un bébé en pleurs. C'est Sabine, l'infirmière, mère de 3 enfants et habituée à ce type de cas, qui se charge de l'apaiser. Je vais le déshabiller. Regarde, tu peux faire regarde. Oh petit bandit. Oh oui, dis. Oh là là. Oh bah dis. En quelques secondes, Valentin se calme. Antoine peut l'examiner plus sereinement. Dans l'attente d'un premier diagnostic, les parents sont rongés par l'angoisse. Le médecin tient à les rassurer. Bon. Ça va mieux. Je pense qu'il doit avoir une petite infection respiratoire. Tu as fait comme une crise d'épilepsie. On va le ramener à l'hôpital pour faire des examens. D'accord? Elle montre au pédiatre. Une infection respiratoire, une maladie bénigne chez les adultes, mais qui à 3 mois peut mener à la mort subite. Antoine n'hésite pas une seconde. Il appelle le centre de régulation afin de préparer le terrain pour ses confrères. Oui, j'ai eu une petite frayeur quand même sur le départ. Hein. Oui, on a su après qu'a priori c'était pas un arrêt, mais ouais. oui, j'imagine. On n'est jamais très à l'aise sur des arrêts ou des suspicions de mort subite du nourrisson. Ouais, donc il n'est pas en arrêt, hein, c'est ça? Non. En fait, il a fait une première crise convulsive qui a duré environ 2 minutes. Du coup, on arrive aux urgences. Hein. Ça marche. Pour ses débuts en tant que médecin à l'hôpital de Saint-Omer, Antoine n'a pas été épargné, mais il a su faire preuve d'un sang-froid exemplaire. On a toujours peur de tomber sur quelque chose de grave. Sur un enfant de 3 mois, c'est jamais très agréable. Et finalement, les choses sont moins graves, mais ça nécessite quand même de partir à l'hôpital pour un bilan et l'hospitaliser. Je me sens très affecté, c'est le cas? Un peu soulagé de voir qu'il n'était pas en arrêt cardiaque. Les parents du petit Valentin se souviendront eux aussi longtemps de cet après-midi tourmenté. Je me sens choqué. Hein. Ouais, je suis choqué. Ouais. C'est pas du tout la même ambiance en partant que en revenant. Bon, il va bien donc.
À l'hôpital, le petit Valentin va être transféré au service pédiatrie. C'est un médecin spécialisé dans les maladies infantiles qui prend le relais. Toi, quand tu es arrivé, comment tu l'as trouvé? Il était en train de, oui, il était en train de pleurer, bien conscient, bien tonique. Non, il n'y avait pas de signe de détresse respi, il était à 100%, non, 37 degrés, 100% de saturation. Voilà, bon, nous on vous laisse. Bonne continuation, bon courage. Finalement, les examens ne confirmeront pas les craintes initiales des parents et des médecins. Le bébé a eu une crise convulsive à cause d'un simple reflux gastrique, une remontée acide suite à un repas mal digéré. Une bonne nouvelle pour le médecin, car en France, l'arrêt cardio-respiratoire ou mort subite du nourrisson est toujours un fléau. 250 bébés décèdent prématurément chaque année. On est content quand ça se passe bien, mais le problème c'est qu'avec ce genre de motif, ça peut mal se passer et être assez désagréable, assez dur à vivre. Pour son baptême du feu, Antoine n'est pas passé loin du drame que tous les urgentistes redoutent. Cette fin heureuse aura en tout cas mis du baume au cœur à toute l'équipe. Fier d'avoir réussi son entrée dans le cercle des médecins de Saint-Omer, Antoine retrouve ses collègues dans la joie et la bonne humeur. Mais comme toujours au SAMU, la pause ne va pas durer très longtemps. Voilà. À Arras, au centre de régulation du numéro 15, Nathalie, l'une des assistantes régulatrices, vient de recevoir un appel inquiétant. Cette fois, ce sont les sapeurs-pompiers qui demandent de l'aide. Ils sont en pleine intervention sur un accident de la route près de Saint-Omer. Il a été percuté par une voiture à peu près entre 50 et 70 km/h. Ah ouais. Choc assez violent. Il est coincé en dessous d'une rambarde de sécurité. Le dos collé à un piquet de rambarde de sécurité métallique qui fait en plus sa jambe. Et moi je peux pas le toucher tout le temps qu'il faudrait un antidouleur ou quelque chose pour le... D'accord, on vous envoie une équipe sur Éperlé. L'appel est immédiatement transmis à l'hôpital de Saint-Omer. Caroline, le médecin de garde, vient tout juste d'arriver et, surprise, l'une de ses collègues l'attend sur le parking pour la prévenir. À peine le temps de prendre sa blouse et son matériel, et il faut partir au pas de course, car l'accident a eu lieu à 10 minutes de route. Allez, bon courage. Allez, bonne garde. Allez, go. C'est un début de journée sur les chapeaux d'eau. C'est ça. Oh là là. Allez, c'est parti. Caroline ignore pour le moment tout de l'intervention à venir, mais elle dispose d'une feuille de route et elle peut compter sur l'aide de ses équipiers. On fait quoi au fait en AVP? AVP, VL piéton. Ah, plus ou moins inconscient, merde. Plus ou moins incarcéré. Ah, incarcéré. Enfin, le piéton. Le piéton? Bah, je pense. On est à peine d'arriver là. Oui, on démarre fort. Médecin au SAMU de Saint-Omer depuis 7 ans, Caroline intervient très souvent sur des accidents de la route. Et les blessés sont généralement en urgence absolue. Alors elle craint le pire. Sur place, les pompiers ont pris en charge la victime, un jeune homme de 16 ans. Mais impossible de lui prodiguer le moindre soin, car l'adolescent est coincé sous une rambarde de sécurité. Hop. Oh, ça le glisse. Comment je fais? Ouais. Mal à son dos, mal à son bras, mal à sa jambe. On peut pas le toucher. La jambe, il la sent plus. Il sent plus la jambe? Non, il sent plus sa jambe. Ah merde. Donc je vais pas faire des compressions parce que je peux pas le toucher. Ah, bien sûr. Voilà. Pas d'un. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été éjecté de l'os. Passage péton ici. Le dos a percuté la barre métallique. Le dos a percuté la barre métallique, ouais. Et la voiture, l'a pas vu? Il passait le passage péton, mais il roulait doucement. La personne roulait doucement. Elle sortait de l'os. Ouais. Elle a percuté. À 50 km/h, une collision avec une voiture équivaut à une chute du 3e étage d'un immeuble. Et en heurtant la glissière, l'adolescent a subi un double choc. J'ai dû couper le
Il n'a pas de plaies ouvertes, mais Caroline craint que sa colonne vertébrale soit touchée. Le risque, c'est la paralysie. Là, la jambe gauche, tu peux la bouger ou pas? Là, quand je te touche la jambe, tu sens que je te touche. Est-ce que tu as l'impression que tu arrives à bouger tes orteils? Parce que là, franchement, à travers ta chaussure, je peux pas voir. Bouge la cheville un peu, à droite. Là, tu sens bien quand je te touche la jambe. Ah bah, il sent en fait. C'est mal. Là, ça fait mal, la jambe. Ces douleurs sont bon signe. Le jeune homme n'a pas perdu la mobilité de ses jambes. Caroline continue ses palpations pour affiner son diagnostic. Là, dans le dos, ça fait pas mal, Benjamin. Non, mais tout le monde, c'est au niveau d'en haut, ça fait mal à l'épaule. Ouais, ça te fait mal à l'épaule, d'accord. Ce que je veux surtout savoir, c'est si ça te fait mal au niveau de la colonne vertébrale pour l'instant. Hein. D'accord. Bah oui, bah c'est ça qui est important. Hein. D'accord. Là, c'est difficile hein, de l'examiner dans ces conditions, mais en regardant, visiblement, c'est plutôt son épaule droite qui a pris le choc. Donc ça, c'est plutôt rassurant. On préfère qu'il y ait une fracture au niveau de l'épaule qu'une fracture au niveau de la colonne vertébrale. Pour le médecin, c'est un premier soulagement. Reste à sortir l'adolescent de là. Sabine, l'infirmière, doit maintenant lui administrer un puissant antidouleur. Pour dédramatiser la situation, elle entame la conversation. Voilà, tu serres fort, fort, fort ton poing. Tu fais quoi dans la vie? Voilà, c'est en stage. T'es en stage quoi? Boulanger à Provence. Boulanger, tu fais des bons gâteaux alors? Tu t'en allais au boulot? Ouais. Il y a la maman qui est là-bas. C'est la dame qui est à côté. Ah oui, c'est vrai, je vais la voir, ouais. La mère du jeune homme vient d'arriver en panique. Bonjour madame, vous êtes la maman? Caroline veut la rassurer. D'accord, je suis le docteur. Bon, écoutez, là, c'est surtout son épaule, j'ai l'impression qu'il a pris. Hein. Donc ça, c'est plutôt... Ouais, c'est plutôt une chose rassurante. Au niveau de la tête, il n'y a pas de grosses traces de coups. J'ai l'impression que c'est surtout son épaule droite qui a pris le choc. Hein. Bon, d'accord. C'est qu'il n'y a rien de grave. Bon, on va voir, mais en disant que par rapport, je pense, aux premières infos que vous avez eues, qu'on avait la notion qu'il était un peu paralysé, là, ça c'est plutôt rassurant. Oui. D'accord? Tout à fait. Merci. Les pompiers doivent maintenant libérer le jeune piéton de la rambarde de sécurité afin de l'installer sur le plan dur jaune. La manœuvre est délicate, alors Caroline prend la direction des opérations. Et tu crois pas qu'il faudrait qu'on le tire, qu'on le prenne au niveau du bassin, on le tire? L'idéal, ça aurait été de couper la barrière, mais bon, c'est pas possible. Le risque, c'est d'aggraver les blessures. Alors les secouristes procèdent pas à pas. On va essayer de le lever. Oh putain, j'ai mal. On glisse, on te glisse, on te glisse. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, super. Super, on y est presque. Alors, je peux tourner la tête. Oh. Ça va aller. Ouais. Voilà, il est dessus. Ça y est, t'es installé. Ça va? Le plus dur est passé. Allez, lever. Le jeune boulanger peut maintenant être transporté à l'hôpital en toute sécurité. Son état est stable, mais une complication est possible pendant le trajet. Alors il faut faire vite. Oh putain, mon épaule là. Aïe, aïe, aïe. Alors en fait... Oh putain, ma jambe. Allez. Oh putain, mon épaule, bougez pas. Voilà. Ouais. Je vais te voir. Elle va venir tout à l'heure. Tenez, madame. La mère du jeune homme vient de vivre un véritable cauchemar. Avant de partir, Caroline veut à nouveau la réconforter. Merci beaucoup. Ça va aller. Oui. Je vous donne plus d'informations tout à l'heure. Hein, mais là, bon, c'est rassurant pour son dos. Oui. On va faire un scanner, on va voir ce que donne son épaule et puis s'il y a d'autres choses, et je vous tiens au courant. D'accord? D'accord, merci beaucoup. À tout à l'heure, mon grand. L'urgentiste rassure aussi le conducteur du véhicule, cet homme qui porte une parka orange. Je vais le mettre à l'école. Au moment de la collision, il amenait sa fille à l'école et il a eu lui aussi très peur. Bon, ça va aller. Hein. Ouais. Ça va aller. J'ai fait ce que j'ai pu et Ça va. du coup après, puis j'ai ma veste dessous. Ouais. Puis vous avez appelé les secours? Oui, j'ai appelé les secours. Bah, oui, vous avez fait ce qu'il fallait.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il a traversé d'ici en face, tout courant, et voilà. Et il faisait noir, du coup on l'a pas vu, et tant qu'on s'arrête, on freine, et c'est trop tard. Il passait par il a surgi, c'est tout, mais on ne peut rien. Il est passé au-dessus de la voiture, et puis il faisait noir, et il était pas habillé en fluo, du coup on l'a pas vu. Vous vous sentez choqué, hein? Oui, quand même. En France, les trajets de courte distance sont les déplacements les plus dangereux. Sur ces routes que l'on emprunte tous les jours, le risque s'accroît. 2 fois sur 3, c'est même près de chez soi, entre le domicile et le travail ou l'école, que l'accident se produit. Tu penses à quelque chose de bien? À quoi tu penses, au copain? Non. À qui? Ta copine? Oui, bonjour. En route vers l'hôpital, Sabine, l'infirmière, distrait son patient pour évacuer son stress. Caroline effectue son bilan d'intervention auprès du médecin du centre de régulation. Un compte-rendu crucial pour préparer la suite de la prise en charge. Sous la barrière. En fait, c'est son épaule droite qui a pris. Il doit avoir une fracture et une luxation postérieure de l'épaule droite. D'accord. Et la tête a rien du tout alors? Bah non, j'ai pas d'impact. Les Glasgow 15, il a pas mal. Pour le médecin, ce compte-rendu est une sorte d'assurance. Au téléphone, Caroline échange avec un confrère et prend du recul sur son intervention. Le fait de savoir qu'on puisse avoir un collègue au bout du fil, même s'il ne voit pas le patient, même s'il n'est pas avec nous, et on a des cas un petit peu compliqués où on se pose pas mal de questions, ça nous permet d'en discuter et des fois c'est plus facile de prendre une décision à 2 que tout seul. À l'hôpital, l'adolescent est immédiatement conduit à la salle de radiologie. On y va. Ça va faire un peu mal. Aïe, aïe, putain. Voilà, ça y est. C'est tout. Et le scanner va confirmer le diagnostic de Caroline. L'état de son bras, on voit, en effet, c'est bien cassé. C'est bien l'épaule qui a amorti le choc, mais les médecins vont avoir une mauvaise surprise. Une artère importante passe tout près de l'os cassé. L'adolescent doit être opéré dans un service spécifique adapté. Il faut le transférer par hélicoptère à Lille, à 50 km de là. Caroline veut lui annoncer la nouvelle avec tact. T'as déjà fait de l'hélicoptère? Oh non, je veux pas faire ça. Pourquoi? Oh non, j'ai peur. C'est juste parce que ça va plus vite l'hélicoptère. C'est pas parce que on a un quai. C'est parce que ça va beaucoup plus vite que par la route. Pour aller à Lille, là, il va falloir plus d'1 heure. En voiture, en hélicoptère, ça va aller plus vite. Le jeune boulanger de 16 ans n'a jamais pris l'hélicoptère. Il est impressionné. Mais ce n'est qu'un moindre mal comparé à ce qu'il vient de vivre. Heureusement, dans cette douloureuse épreuve, sa mère est à ses côtés. Ça va aller vite. Hein, après, il te garde une nuit pour voir que tout se passe bien. Hein, et après, tu reviens ici. Ça va. Ça va être bien. J'aurai mon baptême de l'air comme ça. Pas besoin de le passer. Ouais, faut bien rigoler. Hein. Bah ouais, il faut prendre ça comme ça. Hélicoptère, voiture, moto. Il reste plus que le bateau. Ouais. C'est le moment de partir. Caroline encourage une dernière fois son patient. Ça va? C'est bon pour toi? C'est bon. Benjamin, bon courage, je te quitte là. Bon. Oh, merci à vous. Bon rétablissement. Au revoir. Au revoir, madame. Pour le médecin, la mission s'arrête là. À Lille, le jeune homme va être opéré de l'épaule. Il est aujourd'hui tiré d'affaire et devrait reprendre une vie normale dans les mois à venir. À 80 km de là, au centre de régulation du 15 d'Arras, c'est l'heure de pointe. Mais ce matin,
le service s'apparente plus à un bureau des plaintes qu'à une unité d'urgence. La plupart des appels reçus sont des demandes non justifiées. Des faux numéros et des appels à l'aide de personnes en manque d'affection. Qu'est-ce qui se passe là, madame? Vous appelez pourquoi exactement? Bah pour une vie de couple qui va pas du tout. Oui, mais là vous êtes au 15, madame. Nous on gère pas ce genre de situation. Ça fait 10 ans qu'il me touche plus. Moi je suis malheureuse avec lui. Ça me regarde pas là, madame. Et parfois même des échanges totalement surréalistes, comme cette femme qui pense que sa fille est possédée par un esprit maléfique. Écoutez, je voudrais parler avec un médecin parce que je rencontre des grosses difficultés avec ma fille. J'ai des problèmes, des crises qu'elle fait, des crises paranormales. Des crises paranormales? Comment? Elle fait des crises paranormales, c'est ça? Oui, c'est une autre personne qui est en elle. Elle n'est pas schizophrène, mais ça ressemble quand même, quoi. Ici, seul un appel sur 50 donne lieu à l'envoi d'une ambulance, ce qui fait perdre de précieuses minutes aux assistants régulateurs. Face à ces conversations souvent déroutantes, le personnel médical doit rester zen. Pas question de faire l'impasse sur les demandes anodines qui pourraient s'avérer sérieuses. Au fond de l'open space, une nouvelle alerte attire l'attention d'Emmanuel. Allô? À l'autre bout du fil, un père de famille très inquiet. Son fils de 4 ans vient de s'ébouillanter. Il est brûlé avec quoi? Avec de l'eau bouillante, de l'eau chaude. D'accord. Et il est brûlé à quel endroit? Au niveau du thorax. La peau, elle est partie? Elle est partie, la peau. La peau est partie. Et la surface au niveau du thorax, c'est grand comment? Ouais, à peu près la paume de main, là. La paume de la main. D'accord, sauf qu'il a 3 ans. Les pompiers sont déjà partis, hein, monsieur. D'accord? Ok, ça marche. Les secours doivent agir rapidement afin de déterminer l'importance de la brûlure. Si celle-ci est au 3e degré, le risque d'infection est élevé. Thierry connaît bien le problème, car les brûlures sont 2e dans la liste des accidents domestiques. C'est assez fréquent, oui. On va dire que c'est tous les jours, mais c'est assez fréquent. Ça peut être très grave. Pas de temps à perdre pour Thierry et son équipe. Rabin, le père de l'enfant, a toutefois pris les devants. Il les attend avec son fils, prêt à partir. Avec de l'eau chaude. Les pompiers ont examiné la brûlure et ils se montrent rassurants. Mais le jeune garçon est apeuré. D'autant plus que sa maman est restée à la maison pour s'occuper de ses frères et sœurs. Heureusement, Julien, le sapeur-pompier de 19 ans qui l'accompagne, est un grand psychologue. Tu t'appelles comment? Vous êtes seul, madame n'est pas là? Comment? Fayet. T'as quel âge? Montre-moi avec tes doigts quel âge tu as. 4 ans? Tu as 4 ans? Tu as des copains à l'école? Oui? Tu pourras dire que tu as fait un tour dans un camion de pompiers. Rabin, le papa, ne dit pas un mot. Il paraît calme. Pourtant, il a encore du mal à s'en remettre. J'ai vu la peau partir. Carrément? Ouais, la peau de l'eau chaude. Donc du coup, je me suis dit, j'ai appelé tout de suite le 15 et sa mère a essayé de la refroidir avec de l'eau tiède. En France, les accidents domestiques touchent 4 millions de personnes chaque année, dont 20% de brûlures. Même s'il n'a pas beaucoup d'expérience, Julien est un habitué de ces situations. Quand c'est comme ça, il faut toujours rester calme et essayer d'être très diplomate et de lui expliquer avec ses mots, afin qu'il évite de penser à la douleur et qu'il se calme forcément. Du haut de ses 19 ans, le jeune pompier sait y faire avec les enfants et aujourd'hui, son tact fonctionne à merveille. Tu me donnes la main? C'est la première fois que Fayel met les pieds dans un hôpital. Et c'est pourtant plein de confiance qu'il suit le sapeur-pompier en direction du service pédiatrique. Au revoir Fayel. Au revoir. Au tour des infirmières de prendre le relais. Avant qu'un médecin examine la plaie au thorax, il faut apaiser la douleur. Pour ça, il doit rester plongé dans un simple bain d'eau tiède
mélangé à du savon. Donc là, il y en a pour 20 minutes de bain. Vous pouvez continuer à bien arroser la plaie comme ça. Allez, je vous laisse faire, monsieur. Et je vais chercher ce qu'il faut pour les douleurs. Ah, ça va mieux là, t'as plus mal. Hein? T'as mal? Hein? C'est bon? Le bain fait son effet et Fayel se montre brave. Mais son père paraît encore plus touché que lui. Moi, je suis très sensible, quoi. J'ai 4 enfants, c'est la première fois que ça nous arrive, quoi. Et on n'a jamais eu de soucis comme ça. Bonjour. Je suis une interne de pédiatrie. Je vais les voir au niveau de la brûlure. Du coup, c'est à quel niveau? Non, pas tout. Ok. C'est une brûlure qui reste quand même assez superficielle. Donc ce qu'on va faire, c'est continuer le bain et on va faire ensuite un pansement par les infirmières. D'accord? Une brûlure sans grande gravité selon DS, l'interne pédiatrique, mais qui nécessite tout de même une intervention. Direction, le box réservé aux enfants. Avant d'intervenir, DS livre un diagnostic plus approfondi. Là, c'est une brûlure premier degré. C'est une atteinte uniquement de l'épiderme. Au niveau de la peau, ça ne touche pas le derme ni l'hypoderme. Tu vas respirer dans un petit masque. Il y a du gaz qui va sortir. C'est pour te soulager. C'est pour pas que tu y balles. D'accord? Papa, il va te tenir. Tu vas gonfler le ballon. D'accord? Ça fait pas mal du tout. La blessure est légère, mais pour un enfant de 4 ans, une opération même minime reste une épreuve. Le jeune Fayel est terrifié. Un mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote devrait lui permettre de réduire son angoisse et de supporter la douleur. Inhalés, ces gaz ont un effet euphorisant. Super, t'es un champion. Et pour empêcher la plaie nettoyée de s'infecter, les infirmières lui posent un morceau de gaz enduit d'antiseptique. Ça va, ça te gêne pas trop là? T'as perdu la langue? Hein? T'as perdu ta langue? Ouais. La cicatrisation va être beaucoup plus rapide et elle est spontanée en général. Donc je vais l'examiner pour voir s'il y a autre chose, s'il y a d'autres signes cliniques. Et après, si tout est normal, il pourra rentrer à la maison. Fayel peut enfin quitter l'hôpital. Mais il devra revenir tous les 3 jours, jusqu'à la disparition de sa blessure. Au revoir, Annie. Dans quelques semaines, cette mésaventure effrayante à son âge ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Le lendemain matin, à Arras, l'ambiance est à la détente. Les hommes de la caserne attendent l'ouverture de la piscine pour leur séance de natation hebdomadaire. Pour autant, pas question de manquer à leurs devoirs. En cas de nouvelle alerte, tout est prévu. Il y a toujours une ambulance qui reste en dehors de l'eau pour pouvoir assurer les départs. Et puis après, si on est bipé, on se change et on y va. Le caporal de 24 ans, Yannick Bouvel, dit Boubou, est bien décidé à en profiter un maximum. Ce moment d'effort intense lui permet de rester en forme et de garder le rythme. Malheureusement, cette journée n'échappera pas à la règle. Au même moment, au centre d'appel du 15, Maïté, l'une des assistantes régulatrices, est en ligne avec une femme qui vient d'assister à un drame. Le SAMU? Elle est bouleversée. Oui, bonjour, c'est un monsieur qui s'est fait culbuter en vélo par un autre véhicule. Il est conscient, madame? Je ne sais pas, madame, je suis encore dans mon véhicule, mais il est allongé par terre. La dame, là, je vois mon rétro, non, il ne bouge pas, il est allongé. Est-ce que vous pourriez aller voir, madame, sans vous mettre en danger? Je peux pas, là, il y a des gens sur place. C'est quoi comme commune? On est dans les champs, madame, on est entre Bois-Bernard et Frénois-en-Goël. Ce nouvel accident de voiture a l'air sérieux. Maïté lance aussitôt l'alerte à la caserne d'Arras. À peine dans l'eau, les pompiers doivent en ressortir. Yannick et ses coéquipiers ne perdent pas une seconde. Ah, il faut vite se changer. Pas même le temps de prendre une douche et pour aller encore plus vite,
Boubou a une astuce bien à lui. Ah oui, le pantalon est déjà prêt là. Ouais. Ça c'est une technique pour que... Ouais. On gagne du temps comme ça. En moins de 2 minutes, Yannick et ses collègues sont sur la route. 3 véhicules ont été mobilisés, car d'après les informations dont les pompiers disposent, le cycliste se serait fait percuter par une voiture qui roulait à 60 km/h et il serait gravement blessé. Apparemment, elle aurait des douleurs au dos, donc du coup, c'est une lésion traumatique avec une cinétique qui peut être assez importante. Donc on va voir en arrivant sur les lieux, mais il va falloir prendre toutes les précautions. Sur place, les gendarmes ont sécurisé le périmètre. L'accident a eu lieu en plein milieu des champs. Le cycliste a été projeté en dehors de la route, mais il est conscient. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a percuté derrière. D'accord, elle vous a percuté par l'arrière. Elle est tous les deux dans le sens. Est-ce qu'il a perdu connaissance? Non. Il n'a pas perdu connaissance? Non, tout de suite je lui ai parlé, il m'a répondu. La conductrice à l'origine de l'accident est encore tétanisée. Elle affirme aux gendarmes ne rien avoir vu venir. Je circulais et avec le soleil, j'ai pas vu du tout le monsieur qui était le cycliste qui était à ma droite, qui allait dans la même direction que moi. Et donc je l'ai percuté avec le côté de ma voiture, quoi. J'ai regardé tout de suite dans mon rétroviseur et j'ai vu le monsieur qui partait comme ça en vrille dans le champ et je me suis stationnée tout de suite. La carrosserie avant, le rétroviseur arraché et l'état du vélo témoignent de la violence du choc. Au moment de l'incident, Jean-Christophe, 58 ans, effectuait ses 40 km d'entraînement hebdomadaire. Yannick et ses collègues tentent de l'examiner. Leur crainte, c'est que la colonne vertébrale soit touchée, avec un risque de paralysie. Est-ce que vous avez mal quelque part? Le dos. Vous avez mal au dos? Il faut surtout pas bouger, d'accord? Écoutez, voilà. Au niveau de la cuisse ici, ça va? Ici, ça va aussi? Ici, ça va? Là, ça va? Bougez les pieds pour voir. Juste les pieds. Non, pas les jambes, les pieds. Bougez-moi les pieds. D'accord. Au niveau du bassin, quand j'appuie, est-ce que ça fait mal? Non? Prenez une grande inspiration. Une grande inspiration. Vous avez mal au dos? Douleur au niveau du dos, d'accord. Jean-Christophe semble avoir l'usage de ses membres, ce qui est bon signe. Mais il peut encore souffrir de lésions internes indécelables et des complications sont toujours possibles. Alors les pompiers prennent toutes les précautions nécessaires. Ça va, monsieur? Je vous fais pas mal avec le collier là? Ça va pas être très confortable mais c'est nécessaire, ok? Très bien, je verrouille. C'est normal, c'est fait exprès en fait. L'objectif c'est vraiment de vous immobiliser, comme ça vous pouvez pas bouger la tête. L'état de santé de Jean-Christophe semble stable. Son pronostic vital n'étant pas engagé, Yannick et ses collègues pensent pouvoir l'amener à l'hôpital sans solliciter les médecins du SAMU. Pour les pompiers, c'est une grosse responsabilité, car ils n'ont qu'une formation de secouriste et pas de véritables compétences médicales. Donc là, on va vous porter, on va vous mettre dans le brancard qui est juste à côté. Donc surtout, vous ne bougez pas la tête, d'accord? D'accord. Tu peux lâcher, Gaëtan. Avant de partir, Yannick et ses collègues vont tout de même devoir demander l'avis du médecin du centre d'appel. Vas-y. Voilà, très bien, monsieur. À part la douleur qu'il a dans le dos et une douleur au coude, il n'y a rien d'alarmant sur le bilan qu'on fait en plus. Après, c'est pas nous qui sommes à même de juger. Donc, ce sera au niveau de l'hôpital qu'on pourra voir s'il y a des séquelles plus importantes ou pas. Ça peut être interne, ça peut être neurologique. Donc, on ne sait pas maintenant. Ce sera au médecin de juger. Nous, on ne pourra pas en décider plus. Pendant que le jeune caporal rassure la victime, on est au chaud, vous êtes immobilisé. L'un de ses collègues livre ses observations au médecin du SAMU. Ouais, je vous écoute. Hein. Un homme de 58 ans. Oui. À notre arrivée conscient. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle a été percutée par l'arrière. Ouais, percutée par l'arrière. Une voiture à environ 50 à 60 km/h selon en fait les dires de la conductrice. Oui, d'accord. Donc le cycliste a été éjecté dans le champ. Oui. Il était casqué. Il n'y a pas eu de perte de connaissance médicale. Ouais, il se souvient de tout alors. Pas de perte de connaissance, c'est l'un des éléments déterminants pour le médecin. D'accord. Il donne son feu vert.
Pour le moment, il n'y a pas de critères de gravité qui, à mon sens, justifieraient l'envoi d'un SMUR. Il n'y a pas de souci, on peut vous le ramener sur l'hôpital d'Arras. Hein? Et ben on fait comme ça alors. Allez, bon courage à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Les pompiers redoutent des complications pendant le transport à cause des vibrations. Alors avant de prendre la route, une ultime vérification. D'accord. Est-ce que vous avez une douleur qui s'est réveillée? Ouais. Non, je ne sens pas les douleurs. Vous sentez pas la douleur là? La douleur que vous aviez dans le dos? Les douleurs un petit peu, mais pas... D'accord, c'est supportable largement. Le pompier est rassuré. L'ambulance peut enfin filer à toute allure, direction l'hôpital. Jean-Christophe va être transféré en salle de radiologie pour passer un scanner. Il semble angoissé par l'atmosphère du service d'urgence. Alors Yannick reste à ses côtés, le temps qu'il soit pris en charge. Elle est plus forte la douleur? Dès qu'on bouge, comme la camionnette, dès qu'il y a la vibration, je sens les douleurs. D'accord, ok. J'espère qu'il n'y a rien. On a pris toutes les précautions nécessaires. Maintenant, on va voir ce que dit le médecin. Mais soyez serein, d'accord? Ça va aller. Merci, c'est gentil. C'est normal. Bon rétablissement, monsieur. Merci. Yannick a terminé sa mission. Les proches de Jean-Christophe viennent d'arriver pour le soutenir à leur tour. Papa, maman elle est là. T'as mal, papa? Hein? T'as mal? J'ai mal au dos, carrément au dos. Beaucoup au dos. Et j'avais peur en bougeant, j'avais tellement mal. Dernière épreuve pour Jean-Christophe, dans sa journée plus qu'éprouvante, un scanner complet qui permettra au médecin de voir avec certitude s'il a ou pas des lésions internes. La victime et sa famille sont suspendus à l'annonce des résultats. Bonjour. On s'est vu tout à l'heure parce que je vous ai dit, je suis le médecin qui prend le relais par rapport à mon collègue de tout à l'heure. La libération. Et le bilan est normal, rien de cassé. Ça va? Heureux? C'est un gros hématome alors dans le dos. C'est ça. Ça vous va? Oui, bah. Parfait. Vous avez échappé belle. Oui, bah oui. Et puis normalement vous allez pouvoir rentrer à la maison. Une belle surprise et une immense joie pour toute la famille. Ouais. On devrait aller. Ouais. Vous êtes rassuré? Ah bah oui, ouf, ouais. Plus de peur que de mal. Je suis rassuré que... Vous avez rien? Qu'il n'y a rien de cassé, comme on dit. Rien de cassé. En principe, on va le garder un petit peu en surveillance. On va essayer de le relever tout doucement. Et puis il va sortir tout à l'heure. Voilà. Yannick, le jeune sapeur-pompier, avait vu juste. Le passionné de cyclisme ne souffre que de forts hématomes. Presque un miracle. Mais vous allez voir que malheureusement, toutes les interventions ne se passent pas toujours aussi bien. Ce soir, à l'hôpital d'Arras, c'est Rafik qui est de service. Sinon, les deux autres équipes. Avec Nathalie, l'infirmière anesthésiste, et Hervé, l'ambulancier, le médecin prend des forces avant de partir en mission. À 57 ans, Rafik travaille le reste du temps dans un autre hôpital, sans aller sur le terrain. Mais par vocation, et pour l'adrénaline, il effectue chaque mois des gardes au SAMU d'Arras. Dès que ça sonne, hop, on est Voilà. pressé de voir un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. On part toujours à découvert, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est ça. Mission première d'urgentiste, c'est essayer de sauver des vies. Porter secours. Porter secours. Voilà. Si je suis là, c'est parce que nous, j'aime ça. Pour le médecin tout sourire, c'est une soirée comme les autres. Il est pourtant loin de se douter que la nuit qu'il s'apprête à vivre risque de le hanter pour les années à venir. Il est un peu plus de 19 h quand à l'étage du dessus, au centre de régulation, Alain reçoit un appel très préoccupant. Salut le SAMU. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour monsieur, c'est le SAMU.
À l'autre bout du fil, un homme vient de retrouver un ami inanimé à son domicile. Il semble perdu et commence à paniquer. Alors là, vous êtes avec une personne qui est inconsciente, c'est ça? Il respire, il respire. Je le mettre un petit peu, vous savez, sur le côté. D'accord, il est allongé. Oui, allongé. Sur le côté, effectivement. Va falloir essayer de le stimuler, monsieur. Faut lui mettre des claques, faut faire quelque chose. En haut du bras, à l'intérieur du bras, là où ça fait mal. Essayez de le pincer pour le faire réagir. Et sa tête, elle est toute rouge, il y a plein de sang. Et on dirait qu'il y a un truc à son œil et tout. Essayez de le faire réagir. Et là, il respire plus, là, maintenant. Vous êtes sûr? Oui, Sylvain, j'essaie de passer ou quoi? Alors, est-ce que vous savez comment faire un massage cardiaque? Repris, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Avec l'accord du médecin, Alain déclenche l'alerte. Les pompiers sont les premiers à partir. Côté SAMU, c'est Rafik et son équipe qui sont mobilisés. Ils démarrent plein pot et prennent la direction d'un petit village à 25 minutes de route de l'hôpital. On va sortir sur un homme de 34 ans qui est au sol et inconscient. Il y a une plaie à la tête. Alcoolisation aiguë, point d'interrogation. On va voir un petit peu ce qui se passe. Pour l'équipe, rien d'alarmant. Mais l'affaire va vite prendre une tournure dramatique. À mi-chemin, Nathalie, l'infirmière, reçoit un appel d'un assistant régulateur. D'après les pompiers déjà sur place, l'homme serait entre la vie et la mort. Son cœur s'est arrêté et les pompiers sont en plein massage cardiaque. C'est désormais une urgence absolue. Rafik va devoir tenter l'impossible pour le réanimer. Les pompiers ici ont confirmé l'arrêt, qui sont en train déjà de masser, que le DSA est posé, que bon voilà, nous on va arriver, on va déjà trouver pas mal de trucs de fait. Plus tôt on arrivera, et plus on a de chance de récupérer le patient. Le médecin sait que le temps est compté. Non soigné, un patient peut mourir d'un arrêt cardiaque en quelques secondes. Et pour le moment, l'heure tourne. À peine le temps de sortir de leur véhicule quadrillien, l'un des pompiers se précipite pour leur faire un point sur la situation. Toujours aucun pouls, aucune ventilation. Okay. La personne est retrouvée avec une plaie au visage, ensanglantée au sol. On ne sait pas, il fait tout ça. D'agression, mais sans plus, on peut imaginer aussi très bien un malaise cardiaque qui soit tombé face contre le sol. J'ai rien trouvé sur le fait qu'il aurait pu se cogner. L'individu serait en arrêt depuis une dizaine de minutes. Les chances de le sauver sont faibles, mais elles existent. Deux pompiers se relaient pour effectuer le massage cardiaque. Donc pas de choc du DSA. La priorité pour Rafik, intuber le jeune homme pour dégager ses voies respiratoires, c'est-à-dire faire passer un tuyau jusqu'au poumon afin d'éviter qu'il ne s'étouffe s'il se met à vomir. Voilà. Nathalie, l'infirmière, s'occupe des injections d'adrénaline, un stimulant qui permet généralement de faire repartir le cœur. Une dose d'1 milligramme toutes les 3 minutes. Nathalie, on est à combien? Là, je suis à 4. 4 mg déjà. Tout est mis en œuvre pour sauver la victime. Rafik doit maintenant à tout prix comprendre ce qui a pu causer l'arrêt cardiaque pour avoir une chance de réanimer son patient. Pendant que les pompiers continuent le massage, il mène son enquête. Un détail l'intrigue. La tête de l'individu est en sang. Wow, une belle plaie. Ouais, il y a une belle plaie. La plaie est profonde, mais pas suffisamment pour entraîner un arrêt cardiaque. Est-ce une bagarre qui a mal tourné? Rafik se pose 1000 questions. Je peux juste retourner, voir s'il n'y a rien au niveau du dos. Bien sûr. Il y a quelques... Un petit... ouais. C'est bon, on continue. C'est juste pour moi, pour voir. Rien.
Ouais, c'est important de savoir s'il n'y a pas eu un coup de feu ou dans le dos. Quelle origine aurait-il fait un malaise et ensuite tombé directement sur sa face? Et bon, ensuite il s'est mis en arrêt. Y a-t-il eu une agression pour que ce monsieur se retrouve comme ça au sol? Là, c'est impossible de savoir. Rien de concret. Le médecin interroge Adrien, le sapeur-pompier, car il connaît la victime. Il est intervenu ici quelques mois plus tôt pour un problème d'alcool. En antécédent, je sais que monsieur a eu beaucoup de soucis avec l'alcool, il était malade à cause de ça. Et c'est le seul antécédent que je connais, après je sais pas s'il y en a d'autres. Ok. Et ces boîtes-là, c'est quoi? Un cocktail alcool, anxiolytique, lui aurait-il été fatal? C'est des médicaments qu'il prend pour une petite infection, mais bon, c'est pas l'origine. Les recherches ne donnent rien. Rafik est de plus en plus inquiet, mais pas question de s'avouer vaincu, surtout pour un homme aussi jeune. Il a 4 ans, il s'est mis en arrêt il y a quelques minutes, donc ouais. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et pour le moment, on garde l'espoir. Vous avez commencé donc la RCP à 19h, c'est ça? À peine 10 minutes après avoir été déclenché, on était sur les lieux, on massait déjà, je crois. Donc ça fait combien d'arrêts là? Depuis que vous êtes arrivé? Il y a 45 minutes qu'on est là en train de masser. L'obsession de Rafik, c'est le temps qui passe. Les pompiers vont encore masser pendant 15 minutes, bien au-delà des 45 habituels. On a passé combien de temps ici, Nathalie? Ils vont se battre jusqu'au bout. Mais Rafik doit malheureusement se résoudre au pire. Là c'est bon, là je vais arrêter. Ouais. On est à 10 mg d'adré, on est à plus de 35 minutes de réanimation, on est à plus d'1 heure d'arrêt. Dépité, presque anéanti, le médecin vit la situation comme un échec. Tire un tracé plat s'il te plaît. Voilà. Malgré ses 30 ans d'expérience, la décision de stopper l'intervention est un déchirement et un cas de conscience. C'est pas une décision que je prenais plaisir. Je suis obligé de la prendre de toute façon. Quand il s'agit comme ça de patients assez jeunes, c'est toujours difficile. Ouais. Même s'ils ont appris à vivre au quotidien avec ce genre de drame, les urgentistes, comme les sapeurs-pompiers, accusent le coup. La déception est palpable sur tous les visages. Ouais, bien ouais. Un peu de sang. On ne peut pas faire le maximum, on va moins le minimum. Voilà. Pour ces hommes et ces femmes qui ont choisi ce métier pour sauver des vies, c'est une terrible défaite. On vit un peu comme un échec. Enfin, moi, tout au moins. Et voilà. Il faut faire abstraction de tout ça, il faut être professionnel. Même si cette personne, je la connais pas, je suis déçu qu'elle puisse pas continuer sa vie. Elle avait beau être malade, elle avait beau avoir peut-être des soucis. On a tous des soucis, on a tous des problèmes, il n'y a personne qui est parfait, donc tout le monde mérite de vivre sur le même pied d'égalité. Mais là, pas de chance, on n'aura pas réussi pour ce monsieur. Et, on a de quoi en être désolé. Maintenant, on va continuer à travailler. C'est pas parce qu'on va passer à autre chose qu'on va l'oublier. On va faire avec et puis voilà, on continue pour les personnes suivantes. Bonjour. Rafik doit tout de même effectuer un bilan téléphonique avec le centre de régulation avant de passer le relais au médecin légiste. C'est un monsieur qui a des antécédents d'alcool, qui se laisse en ce moment. C'est lui qui devra déterminer les circonstances de la mort. Parfois, on est obligé de laisser le travail aux spécialistes, entre autres le médecin légiste, pour faire un petit peu le point par rapport au décès. Je vous sens dépité en fait. Non. Faux. Là, on repart. Toujours déçu à la fin quand effectivement il y a un jeune homme comme ça en arrêt qu'on n'arrive pas à récupérer. Toujours. Rafik semble extrêmement marqué, même si ce n'est pas la première fois qu'il doit faire face à une telle situation. Car chaque année en France,
50 000 personnes meurent à la suite d'un arrêt cardiaque. C'est 150 décès par jour, 15 fois plus que les accidents de la route. Et voilà. De retour à l'hôpital, le médecin retrouve ses collègues dans la salle de repos. Bonjour. Même s'il esquisse un sourire, la mort d'un patient est toujours une épreuve. Ce moment entre collègues, c'est aussi l'occasion pour Rafik de revenir sur sa soirée et décompresser pour aller de l'avant. Ici, tous vivent au quotidien des expériences similaires. On va dire c'est pas évident pour le commun des... Mais pour nous, ça rentre un petit peu dans notre quotidien. Ouais. Ensuite, on est tellement dedans que bon... Pour essayer un peu de se préserver de tout ça, on prend du recul par rapport à l'intervention. On essaye de garder cette distance nécessaire qui permet de continuer de travailler et qui permet de travailler dans de bonnes conditions. Quand on a un peu l'habitude et qu'on s'entend bien dans l'équipe, on fait ce qu'on appelle un débriefing à chaud. Et souvent c'est dans la voiture que ça se passe, ça commence déjà là, on en rediscute, on ressasse un petit peu l'intervention en essayant de savoir si on a fait correctement les choses, si on a bien fait les choses, si on n'a pas loupé un truc. Voilà, ça paraît être un débriefing technique, mais finalement en même temps c'est un débriefing moral. Au SAMU, impossible de se laisser déborder par les sentiments. La mort fait partie intégrante du métier et les urgentistes, comme tous les membres du personnel médical, ont dû apprendre à vivre avec. À la caserne d'Arras, les sapeurs-pompiers misent eux aussi sur l'esprit de famille pour décompresser. Après cette intervention riche en émotions, les effectifs s'accordent une pause bien méritée. Et quand il s'agit de plaisanter avec ses collègues, Yannick n'est pas le dernier. Mais comme toujours, les hommes gardent un œil rivé sur l'écran de contrôle qui affiche en temps réel les opérations en cours. C'est l'historique de nos engins qui sont en cours d'intervention. Donc on voit que là actuellement par exemple il y a deux ambulances qui sont en intervention. Et après il y a ce qu'on appelle la synoptique où on voit tous nos engins qui sont disponibles en vert. Et si jamais ils changent de couleur, ça nous annonce que on va partir en intervention. En service, les sapeurs-pompiers sont constamment sur le qui-vive. Alors ils ont aussi sur eux un beeper qui leur permet d'être appelés à tout moment. Comme Yannick, dit Boubou, est du genre plutôt étourdi, le sien est personnalisé. Je vais bien vous le montrer d'ailleurs parce que c'est écrit Boubou dessus. Une particularité qui amuse beaucoup ses collègues. Il oublie tout. Mais quand on dit tout, tout, hein. Téléphone, clé de distributeur. J'ai traîné un peu mes affaires. Donc j'ai mis mon nom un peu partout, comme ça on voit quelque chose traîner. Boubou forcément, et on me rapporte mes affaires. C'est un bon outil, ça marche bien. Oui, Jérôme. Ce soir encore, Yannick et son collègue Jérôme ne vont pas avoir le temps de dire ouf. Ils viennent tout juste d'entamer leur traditionnelle partie de fléchette quand leur beeper se met à sonner. Pour cette nouvelle intervention, c'est Jérôme et son équipe qui sont mobilisés. Cette fois, un incendie menacerait les habitations d'un village à une vingtaine de kilomètres de là. À l'origine de l'incident, un tracteur qui aurait soudainement pris feu. Jérôme se prépare à intervenir dans des conditions difficiles. Le feu, pour les pompiers, c'est la menace la plus dangereuse. Et dans une ferme, les embûches sont généralement nombreuses. Un bâtiment agricole, on peut considérer que c'est 7 à 8 mètres de haut. Les flammes, elles peuvent dépasser facilement de 3 à 4 mètres le bâtiment agricole. Il peut y avoir des engrais, il peut y avoir des animaux, il peut y avoir tout ce qu'un fermier peut posséder, des engins agricoles. Donc on peut s'attendre à tout. Chaque année, plusieurs pompiers perdent la vie en combattant des incendies. Jérôme sait qu'aucune intervention ne doit être prise à la légère. Mais à l'arrivée, les pompiers vont avoir une bonne surprise. Le tracteur en feu n'est pas dans une étable,
mais au milieu d'un terre-plein et loin des habitations, ce qui va leur faciliter la tâche. Pendant que ses collègues déploient leurs lances, en retrait à l'arrière du camion, Jérôme se charge d'activer la citerne. À 41%, 40. Autour du véhicule, la chaleur s'élève à plus de 600 degrés. Une fournaise qui, même avec leur équipement, peut leur être fatale. Pour éviter un coup de chaud, les pompiers progressent pas à pas. On a des lances à eau qui peuvent atteindre 20 mètres. Donc là, on se met à peu près à 15 mètres, on arrose. La technique, c'est une attaque rapide, on rabaisse les flammes. Une fois que les flammes sont rabaissées, on s'approche doucement et on termine en éteignant les foyers résiduels. Pour combattre le feu, les pompiers s'entraînent tous les jours, car le danger est bien réel. Et même quand un incendie paraît maîtrisé, un retour de flamme est toujours possible. Alors les soldats du feu doivent être constamment sur leur garde. Mais pour l'instant, les flammes ont disparu. Le métal est fort chaud. On va partir à l'extinction par endroits, comme là ça brûle un peu. Au total, il faudra une bonne vingtaine de minutes et 1300 litres d'eau pour maîtriser l'incendie. Les flammes ne laissent qu'une carcasse éventrée, un squelette incandescent, comme une preuve de la puissance ravageuse du feu. Pour les pompiers, le travail n'est pas terminé pour autant. Le chef de groupe mène son enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Il était à quel niveau le tracteur? Comment? Le tracteur était à quel niveau ici là? Pascal le fermier n'est pas capable d'expliquer l'origine de l'incendie. Mais l'agriculteur a eu un réflexe insensé, presque héroïque, car quand le feu s'est déclaré, l'engin agricole était garé dans ce hangar. Oh, il était là, et puis l'autre tracteur qui est dehors, avec lequel je l'ai tiré, il était là. Mais juste à côté, hein, les flammes, ils passaient juste à côté. Ça a tombé comment aussi? Oh, les flammes, elles montaient, elles étaient pas loin de... Ça montait 2 mètres, 2 mètres et demi, hein, 2 mètres et demi. Hein. Puis le hangar, c'est une ossature en bois, à côté, c'est pareil, c'est un bâtiment, le charpente et tout, puis après il y a la maison de ma fille. Moi j'étais à la traite et puis bon, bah, j'ai vu de la fumée à l'intérieur du bâtiment, et donc je suis sorti, puis j'ai vu mon télescopique qui commence à prendre feu. Alors du coup, bah, j'ai cherché mon beau-fils, on l'a attelé vite fait, et puis on l'a sorti sur la place, pour pas mettre le feu au bâtiment. Hein. Heureusement que mes roues étaient droites, parce que des fois je les ai remis de côté. Bah, tiens. Peur que de mal, clair. Hein, ça aurait pu être pire. Ouais. Les pompiers n'en reviennent pas. Pascal a pris tous les risques. Une attitude courageuse. Il a sauvé son bétail et les maisons aux alentours. Son geste a grandement facilité le travail des pompiers et certainement épargné plusieurs vies. Le danger, il l'a pratiquement écarté de 75%. C'est le héros du soir. S'il n'avait pas pensé à sortir le Manitou, ben, qui sait, la grange aurait pu partir avec à l'intérieur des balles de lin, il y avait des animaux, la possibilité aussi que le feu se propage à d'autres maisons. C'est le héros du soir, et ça il faut le souligner. Ce soir, Pascal le fermier a endossé le costume de héros. Mais une nouvelle fois, le professionnalisme des médecins et des sapeurs-pompiers aura évité un drame. Chaque année, dans le Pas-de-Calais, les secouristes font 127 000 interventions et parfois malheureusement au péril de leur vie. À quelques kilomètres d'Arras, un événement tragique mobilise aujourd'hui les autorités et les soldats du feu. Une cérémonie en hommage à 2 jeunes pompiers volontaires qui ont perdu la vie en combattant un incendie. Un drame de plus qui s'ajoute à la longue liste de pompiers décédés en effectuant leur devoir. Dans la foule, l'émotion est à son comble.
Mais pour tous ces hommes et ces femmes qui ont choisi de servir leur pays, l'engagement reste le même. Tous continueront à combattre pour sauver des vies.